Le XVIIIe siècle est riche en idées philosophiques et par conséquent prodigue en changements sociaux et politiques. Avant d'étudier la pensée du philosophe Jean-Jacques Rousseau, il importe de nous imprégner de ces idées et de ces changements auxquels il a même largement contribué. Nous avons vu dans les derniers cours que le passage de la Renaissance à la modernité s'est effectué d'une double façon. Certains éléments constitutifs de la Renaissance ont été conservés et approfondis avec la modernité, tandis que d'autres ont été modifiés ou abandonnés. L'humanisme de la Renaissance, notamment, s'est précisé en rationalisme, c'est-à-dire que le recentrement de l'humain à titre de préoccupation privilégiée revêtit à la modernité le sens d'une conquête de vérité grâce aux seuls moyens de la raison humaine. D'un autre côté, les rationalistes modernes remplacent la notion renaissante du savoir comme érudition et réappropriation des œuvres gréco-romaines de l'Antiquité par celle, gouvernée par la science, du savoir comme interprétation de la nature. En histoire d'une manière générale et en histoire des idées d'une manière particulière, les changements qui s'imposent d'une époque à l'autre se produisent le plus souvent entre continuité et discontinuité. Certaines choses changent rapidement et radicalement, d'autres sont secouées, réhabilitées ou demeurent plus ou moins les mêmes. Nous verrons dans les prochaines minutes que le XVIIIe siècle étend les grandes idées du rationalisme à toutes les sphères de la société, tout en réactivant la vocation humaniste de la Renaissance. De façon schématique, les intérêts et les valeurs du XVIIIe siècle pèsent considérablement du côté de la raison, de l'esprit critique, des sciences et de l'autonomie. La révolution scientifique du siècle précédent porte la conviction que la vérité de la nature n'est pas révélée, contrairement à ce que prescrivait l'Église. Plutôt, elle doit être conquise. Souvenons-nous de Descartes. La raison, faculté universelle, permet à chacun de parvenir à la vérité. Mais pour ce faire, il faut préalablement douter de toutes nos connaissances fournies par la tradition. Un tel scepticisme témoigne de la volonté d'autonomie émergeante à la modernité et s'affirmant explicitement au XVIIIe siècle, qui se définit lui-même comme étant le siècle des Lumières, rien de moins. Pour donner le ton à notre excursion dans le siècle des Lumières, une citation du philosophe Emmanuel Kant. « Sapere aude. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. » En français, le terme « lumière » rend moins bien le sens et la mission que se donnent les penseurs de l'époque par rapport aux changements qu'ils cherchent à induire dans la société. L'anglais « enlightenment » et l'allemand « Aufklärung » communiquent mieux l'idée que ce dont il s'agit pour les Lumières, c'est de faire lumière, d'éclairer le monde, en l'occurrence par la raison. Que signifie « éclairer le monde » ? Et pourquoi le monde réclame-t-il un nouvel éclairage ? C'est que les lumières dont il est question consistent à libérer les esprits de la superstition et de l'ignorance, parce que la superstition et l'ignorance constituent les instruments d'oppression du peuple par le pouvoir. À ce titre, les Lumières représentent un mouvement philosophique qui lutte contre toute forme d'obscurantisme en faveur de la libération de l'humanité. Les Lumières, donc, à défaut de nommer uniquement une période historique donnée, désignent un mouvement de pensée qui se traduit en un véritable mouvement social. Le XVIIIe siècle est le siècle des révolutions. Une citation de Rousseau. « Sors de l'enfance, ami, réveille-toi. Ne livre point ta vie entière au long sommeil de la raison. » Pour rendre révolu un ordre que l'on juge délétère, il importe de sortir de l'enfance, de l'état de minorité caractérisé par la dépendance à autrui, d'affirmer son autonomie. En grec ancien, autonomie, auto, soi-même, nomos, loi, se donner à soi-même sa propre loi. Le peuple qui obéit au roi et aux nobles est rabaissé par ceux-ci au statut de l'enfant. Mais à quoi correspond un tel statut? L'enfant, étymologiquement, c'est celui qui ne peut pas parler, celui qui n'a pas un mot à dire. Infans en latin, formé du préfixe privatif in et du participe présent de parler, fari, l'enfant, c'est celui qui se tait. La relégation du peuple au silence par le pouvoir équivaut à une mise en tutelle paternaliste et donc condescendante. Or, vous savez, il y a un lien étroit entre la parole et la raison, qui tous les deux se consolident dans le terme logos.
Le projet des Lumières, c'est de porter le logos de l'humanité à la parole, à l'âge de la majorité. La conviction des Lumières, c'est que puisque tous possèdent la raison, le sort de l'humanité ne doit pas dépendre de la volonté de quelques-uns, mais de la volonté générale du peuple. Et qui sont les Lumières? Pour n'en nommer que quelques-uns, du côté français, on pense à Condorcet, d'Holbach, Diderot, d'Alembert, Voltaire. Du côté de l'Enlightenment anglo-écossais, Hume, Bentham, Smith. Du côté de l'Aufklärung en Allemagne, Wolff, Kant, Baumgarten, entre autres. On sait à peu près qui ils sont de nom, on sait ce qu'ils veulent, libérer l'humanité et la rendre maîtresse de son sort, mais comment s'y prendre? On n'accomplit pas une révolution en claquant des doigts. Non, en fait, les Lumières procèdent par deux gestes parallèles, par l'universalisation du savoir et par la critique. Il faut entendre l'expression « universalisation du savoir » selon ces deux acceptions. Le savoir doit être universel au sens où il doit être systématique et complet, et le savoir doit être universalisé au sens où il doit appartenir à tous. Cette double universalisation s'incarne dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. La vocation encyclopédiste consiste à réunir et synthétiser toutes les connaissances acquises jusqu'à présent, ainsi qu'à les diffuser à l'ensemble de l'humanité. C'est comme un Wikipédia avant la lettre. Voilà quelque chose d'inédit dans le monde du savoir, la connaissance sort de l'université et des mains du pouvoir pour se démocratiser. L'arme du peuple pour sortir de la minorité et de sa condition servile est le savoir universel. En ce qui a trait à la seconde dimension mobilisée par les Lumières pour éclairer l'humanité, il s'agit de la critique. Une autre citation d'Emmanuel Kant, « Notre siècle est proprement le siècle de la critique à laquelle tout doit se soumettre. Rien ne doit échapper à la puissance critique de la raison. Ni l'Église, ni les rois, ni la tradition, ni la raison elle-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire critiquer? Mais bien au contraire, la critique a une portée foncièrement positive. Elle consiste à sonder nos savoirs, nos valeurs, nos institutions, pour repérer en elles les préjugés néfastes et les extraire. Pour les Lumières, ce n'est que par le prisme de la critique qu'on pourra parvenir à la libération des esprits. Prenons le temps de dresser un bilan. Universalisation, on entend par là le programme encyclopédiste, selon lequel la raison peut et doit tout connaître par ses propres moyens. Le savoir, par ailleurs, doit être diffusé et devenir la propriété de l'humanité entière. Quant à la critique, aucune institution ne doit échapper à la juridiction de la rationalité critique. La critique est par ailleurs positive. Elle mène à la libération. Dernier élément, la démocratisation. L'humanité doit sortir de la minorité et devenir autonome. La libération des esprits doit conduire à la libération des peuples. La particularité du XVIIIe siècle est que ces acteurs se comprennent et s'interprètent selon une vision historique. Autrement dit, l'humanité européenne considère sa place dans un récit historique fondé sur l'idée directrice de progrès. Dans ce contexte, l'histoire est pensée comme un processus, et en l'occurrence comme un processus de civilisation. C'est dire que la société n'est pas quelque chose de donné, mais quelque chose qu'il faut construire. La culture se gagne, d'après les Lumières, petit à petit, à mesure que le monde se rationalise et se débarrasse de ses champs d'obscurité. Mais la notion de progrès n'est pas neutre philosophiquement. Elle repose sur l'idée qu'il doit y avoir une continuité entre le progrès des savoirs et le progrès social. Or, le pari de cette continuité repose lui-même sur une anthropologie philosophique défendue par les Lumières. Quand les Lumières emploient le terme « idée », il faut surtout entendre « idéal ». Un idéal coïncide avec un but que l'on se propose d'atteindre. Quel est donc l'idéal de l'humain selon les Lumières? Une citation de Montesquieu. « On dit que l'homme est un animal sociable. Sur ce pied-là, il me paraît qu'un Français est plus homme qu'un autre. C'est l'homme par excellence, car il semble fait uniquement pour la société. » L'anthropologie philosophique des Lumières ne met donc pas n'importe quel idéal humain en son centre. Ce n'est sans doute pas un hasard non plus si Montesquieu est lui-même français, donc être humain par excellence. Plus sérieusement, si les Lumières veulent effectivement libérer les êtres humains, ils doivent d'abord s'entendre sur ce qu'est l'être humain
et ensuite inscrire l'ensemble de l'humanité sous le signe de leur idéal. Quel idéal de l'être humain pourra donc unifier l'ensemble de l'humanité? L'être humain est envisagé quant à sa faculté d'initiative. L'être humain est un agent, c'est-à-dire qu'il produit des effets sur le monde et qu'il le rend sien. À défaut d'être une simple chose parmi d'autres choses, l'humain fait des choses, il exerce des actions. On peut décliner son agencéité d'une triple façon. L'être humain est un agent rationnel, c'est-à-dire que la raison est universelle. La raison lui permet de changer le monde. L'être humain est un agent libre, il est autonome, il peut choisir ce qui est le mieux pour lui. Enfin, il est un agent historique. L'être humain peut déterminer son sort et il est perfectible, c'est-à-dire qu'il peut s'améliorer. Appliquées à l'ensemble de l'humanité, ces déterminations mènent à l'idée que tous les humains sont naturellement égaux. On accuse souvent, à tort ou à raison, les idées philosophiques d'être abstraites. On ne peut cependant nier que les idées formulées par les Lumières ont exercé des effets considérables sur le monde occidental. Le monde dans lequel on vit est tributaire des révolutions engagées par les Lumières et il est dépositaire de leurs grandes idées. Que l'on pense au suffrage universel, au développement des droits et libertés, que l'on pense à l'éducation universelle, à la laïcité, entre autres choses. Les révolutions américaines et françaises, 1776 et 1789 respectivement, se soldent sur la signature de documents emblématiques des idées défendues par les Lumières. La Déclaration d'indépendance et la Constitution française des droits de l'homme marquent pour ainsi dire leur triomphe sur l'Ancien Monde, c'est-à-dire le monde déterminé en grande partie par le pouvoir monarchique et absolutiste. Comment cela s'exprime-t-il dans ces fameux documents? La Déclaration d'indépendance américaine stipule d'entrée de jeu « Nous tenons ces vérités comme étant évidentes en elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables, parmi ceux-ci la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » La Constitution française des droits de l'homme, quant à elle, stipule « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La conception philosophique des Lumières sur l'être humain est politiquement déterminante. La rationalité, la liberté et l'égalité composent le moteur de l'histoire et du progrès. Encore une fois, c'est facile à dire, un peu moins à faire. Quand la Déclaration d'indépendance est signée à Philadelphie en 1776, il y a toujours des esclaves noirs partout aux États-Unis, qui, eux, auraient curieusement manqué la marche du progrès vers l'égalité de tous les hommes. Il faut encore attendre 90 ans pour que l'esclavage soit aboli aux États-Unis. De même en France, où l'esclavage a été aboli 2 fois plutôt qu'une. La première fois quelques années après la Constitution, et la deuxième fois après sa réhabilitation par Napoléon au tournant du 19e siècle. Soit dit en passant, les pays de naissance de la Déclaration des droits de l'homme, la France et les États-Unis, furent parmi les dernières nations occidentales à abolir l'esclavage. Le Mexique, le Pérou, à peu près tous les pays de l'Amérique centrale, la Pologne, le Danemark, l'Empire ottoman, la Russie et d'autres ont aboli l'esclavage avant les États-Unis. La fameuse marche du progrès ne s'accomplit donc pas du jour au lendemain. Heureusement, on pourrait penser que la monstruosité qu'est l'esclavage est abolie pour de bon aujourd'hui. N'est-ce pas? S'il est proscrit en droit, l'esclavage n'est pas pour autant réellement aboli. À ce jour, Google et Samsung, entre autres, engagent des mercenaires au Congo pour faire travailler des enfants dans les dangereuses mines de cobalt pour fabriquer nos téléphones intelligents. Dans le même ordre d'idées, pourquoi y a-t-il toujours autant de pauvreté extrême si l'on valorise la dignité humaine et l'égalité? En France, par exemple, pays des Lumières, il y a 3 fois plus de logements vacants que de personnes sans domicile. Est-il impossible de leur fournir des conditions de vie minimales? Mathématiquement, non. Politiquement ou pratiquement, non plus. On le voit en ce moment même, puisque les sans-abri en France ne pouvaient respecter les consignes de confinement, on leur a trouvé des logements. Pourquoi? Parce qu'ils représentaient alors un danger de contagion pour les bons citoyens. Très concrètement, on voit que si on n'aide pas les plus démunis de notre société, c'est pas parce qu'on peut pas, c'est parce qu'on veut pas.
Dernier exemple, à propos cette fois de la crise des réfugiés qui, depuis 2015, concerne le déplacement de millions de personnes hors de leur pays d'origine, défaits par la guerre. Au-delà ou en deçà des considérations géopolitiques sur la situation, il faut admettre que le principe d'unité du genre humain en prend cher quand on laisse, depuis 5 ans, des millions d'humains se noyer dans la Méditerranée ou alors, quand on les installe indéfiniment dans des camps sur les archipels grecs. Je vous invite à faire une recherche sur l'île de Lesbos où un camp conçu pour 2200 personnes accueille maintenant près de 25 000 réfugiés dans des conditions abominables. Un membre de Médecins sans frontières n'a pas hésité d'ailleurs à comparer ces lieux à des camps de concentration. Or, ce n'est pas quelque chose qui se produit dans un pays obscur qui aurait manqué le train de la civilisation, c'est en Grèce, en Europe même. Dites-vous que si vous étiez Européen, vos impôts financeraient ces activités. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies stipule bien ceci en son article 14.1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ne sommes-nous donc pas toujours à la hauteur des idées proclamées par les Lumières, ou bien le problème réside-t-il au cœur même des droits de l'homme en tant que tels? Je vous rappelle que les vérités proclamées dans les déclarations des droits de l'homme sont déterminées comme étant évidentes par elles-mêmes. Autrement dit, on ne peut pas les questionner. Il s'avère presque aujourd'hui impensable de réfléchir à la politique en dehors de la configuration des droits de l'homme et par extension en dehors de l'anthropologie philosophique que ceux-ci présupposent. S'agit-il là d'une impasse? Je ferme cette parenthèse, je l'ouvrirai de nouveau dans une prochaine capsule. Pour terminer cette longue introduction à Rousseau, voici un schéma récapitulatif et comparatif des 3 périodes que nous avons vues depuis le début de la session. Vous détenez tous les éléments nécessaires pour tracer les liens et former des oppositions, c'est-à-dire comparer, entre ces moments historiques et surtout les idées philosophiques dont ils sont porteurs. Je vous rappelle, cela dit, que le fait de trancher l'histoire en siècles bien découpés est totalement arbitraire. La succession abstraite des siècles, s'inscrivant qui plus est dans un calendrier chrétien, n'a rien à voir avec l'expérience réelle et matérielle des êtres humains en chair et en os qui y vivaient. Il importe, lorsqu'on s'enquiert de l'histoire en un sens philosophique, de ne jamais oublier que ce ne sont pas avec des mots qu'on travaille, mais avec des choses désignées par des mots. Que veut dire le terme contemplation, par exemple, eu égard à la Renaissance? Qu'est-ce que la contemplation nomme comme rapport au monde? Qu'est-ce que la critique signifie concrètement au XVIIIe siècle? Voilà le genre de questions auxquelles vous devez vous confronter quand vous vous prêtez à l'exercice de la comparaison. C'est à dessein que j'ai commencé par la fin avec Rousseau, en ceci que je vous ai présenté les effets qu'ont eu ces idées sur le monde avant de vous présenter ces idées en elles-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes familiers avec l'univers de pensée inauguré par les Lumières et institué par la Révolution française. Depuis qu'on est tout petit, on nous enseigne qu'autrui est notre égal, que l'étendue de nos libertés individuelles s'arrête avant d'empiéter sur la liberté des autres, on nous encourage à voter dès qu'on est majeur, on nous communique les vertus de l'éducation et on nous enjoint à respecter tout le monde. Autrement dit, on baigne depuis notre naissance dans le vaste rayon solaire des Lumières. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, en vigueur depuis 1976, dit, en substance, que tous les individus sont égaux en valeur et en dignité, à titre de personne. Ce que ça veut dire, c'est que l'État n'est pas tout-puissant envers ses citoyens. En principe, l'État est là pour protéger et servir la population. Très bien, mais d'où viennent ces notions? Qui a dit que tous les humains sont nés égaux et qu'ils doivent être considérés comme tels? D'ailleurs, est-ce que c'est si évident que ça? Pourquoi devrais-je considérer mon voisin comme mon égal, à supposer que je sois clairement supérieur à lui? En bref, la vision du monde des Lumières dont nous sommes les héritiers a une origine philosophique qu'il importe de sonder. Pourquoi Rousseau? Pourquoi pas Diderot, Condorcet, pourquoi pas David Hume, pourquoi pas Voltaire, pourquoi pas Kant? Bien que l'étude de chacun de ces personnages aurait été parfaitement légitime, le cas Rousseau représente une étrangeté très féconde pour réfléchir l'être humain. Je déploierai avec vous cette étrangeté sous peu. Je dirais simplement ceci, provisoirement, que Rousseau est à la fois celui qui condense le plus les idées des Lumières et celui qui s'oppose le plus franchement à l'idée fondamentale de progrès de la civilisation. Est affiché à l'écran le passage suivant du contrat social de Rousseau. L'homme est né libre, et partout
il est dans les fers. Ce paradoxe constitue le point de départ de sa réflexion sur la condition humaine, à savoir que l'être humain est naturellement libre, mais que la société le rend servile. Vous pouvez, en principe, faire tout ce que vous voulez de votre vie, et pourtant la plupart des activités que vous exercez vous sont imposées. Pensons à l'école, au travail, aux factures dont vous devrez immanquablement vous acquitter. Ou vous avez sûrement à peu près tous un emploi à temps partiel en plus des études. Sachez alors que votre patron peut tout à fait vous renvoyer pour insubordination si vous refusez de faire ce qu'il vous dit de faire. Dans le monde du travail, la liberté inaliénable de l'individu s'assouplit donc. Cette citation nous servira de fil conducteur de l'anthropologie philosophique de Rousseau. Comment et en quel sens l'homme est-il libre? Et pourquoi donc est-il partout dans les fers, c'est-à-dire contraint? Nous avons déjà contextualisé la pensée de Rousseau dans le siècle des Lumières. Il faut néanmoins rapidement parler de sa vie et voir en quel sens Rousseau est à la fois un penseur de son temps et hors de son temps. Nous pourrons ensuite considérer sa compréhension de l'être humain à travers son hypothèse de l'état de nature. Cela nous permettra de lier et de contraster sa pensée avec celle de Hobbes. Toujours dans un esprit de comparaison, nous étudierons enfin la théorie du contrat social de Rousseau. On peut diviser la vie de Jean-Jacques Rousseau en deux parties. Une partie caractérisée par l'errance, le vagabondage, l'aventure, et une autre partie caractérisée par la notoriété, la célébrité, la vie mondaine. Rousseau naît à Genève en 1712. Son enfance et son adolescence, il les passe à lire et à se promener dans les bois. Sa vie bascule en 1750 quand il décide de participer à un concours de l'Académie de Dijon. La question du concours était de savoir si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Autrement dit, est-ce que le progrès scientifique, technique et industriel rend l'humanité meilleure? Rousseau est le seul candidat à répondre « non ». Au contraire, le pseudo-progrès technique nous éloigne de notre nature et c'est précisément en raison de l'avènement des sciences et de l'industrie que l'inégalité existe entre les hommes. Qui plus est, la culture de la politesse ne nous rend pas meilleurs les uns envers les autres, mais nous rend seulement plus hypocrites. Au lieu de nous rendre vraiment plus soucieux d'autrui, la politesse et les bonnes manières ne font que nous ornementer d'un masque social. La société nous rend narcissiques, égoïstes et individualistes. En un mot, Rousseau estime que le progrès est en réalité une décadence, une marche à rebours qui va d'un état naturel paisible et harmonieux à un état social constitué d'inégalités et de violences. Vous imaginez que c'est un véritable scandale. Rousseau devient aussitôt célèbre, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. On l'accuse d'hypocrisie parce qu'il prétend que la société est mauvaise, mais on le voit tout le temps dans les salons et dans la cour des nobles. Pire encore, on lui dit que s'il estime vraiment que la culture est inférieure à la nature, il ne devrait même pas écrire. L'écriture est en effet le geste culturel par excellence. La célébrité est pour Rousseau synonyme de tourment. Rousseau est souvent dépeint comme un grand sentimental par les biographes, et par lui-même aussi dans ses confessions. C'est que toute sa vie est l'histoire d'un déchirement qui fait écho à la place particulière qu'il occupe dans son époque. À savoir que Rousseau méprise la vie mondaine et intellectuelle, mais il souhaite secrètement parvenir à s'illustrer dans celle-ci. Autre paradoxe de la vie de Rousseau, qu'on ne manque jamais de rappeler, il est l'auteur de grands textes sur l'éducation des enfants, mais il a lui-même abandonné ses 5 enfants. Pour terminer sur les éléments biographiques, Rousseau est l'auteur de plusieurs grands textes qui culminent dans son œuvre majeure en 1762 du Contrat social. Jean-Jacques Rousseau meurt le 2 juillet 1778 près de Paris. Le point de départ de la pensée de Rousseau est très concret. Il s'agit de prendre acte face aux inégalités abyssales qui caractérisent les sociétés modernes. Je vous rappelle qu'en philosophie, il ne faut jamais rien prendre comme acquis et cultiver ainsi l'étonnement. Or, il y a de quoi s'étonner, en effet, face à l'inégalité qui hante encore aujourd'hui nos sociétés. Est-ce une fatalité? Une donnée naturelle à laquelle on ne peut rien changer? Pour Rousseau, on choisit, non pas de façon délibérée et consciente, mais plutôt par dépit, de taire cet étonnement et notre liberté, à défaut de changer pour le mieux l'ordre dans lequel s'est enlisé notre monde. Mais pouvons-nous changer? Et surtout, pouvons-nous changer pour le mieux? Pouvons-nous nous perfectionner? Rousseau répond à l'affirmative.
Mais attention, si l'humain peut changer, il peut également changer pour le pire. Rousseau considère que si nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation déplorable au niveau des inégalités sociales, c'est que l'humanité s'est engagée dans la mauvaise direction. Pour comprendre cette intuition de Rousseau, nous examinerons d'abord sa critique de l'idée de progrès. Vous voyez sur cette toile le genre d'environnement dans lequel Rousseau évolue lorsqu'il connaît la célébrité. C'est lui qu'on voit dans l'encerclé qui s'appuie sur sa canne. Le tableau représente des philosophes et écrivains qui discutent dans un salon littéraire. Le salon littéraire existe depuis le XVIe siècle et désigne un lieu, toujours instauré et tenu par une femme de lettres, dans lequel se réunissent des intellectuels pour s'échanger des thèses, des mots d'esprit, pour écrire et pour débattre. On y cultive l'art de la conversation et du savoir-vivre. Mais comme on le verra sous peu, Rousseau se montrera très critique à l'endroit de cet univers mondain. Avant d'en parler plus précisément, il convient de situer Rousseau dans la tradition de pensée du contrat social pour voir les raisons qui animent sa critique de sa propre époque. Tout comme Thomas Hobbes, dont nous avons parlé la dernière fois, Rousseau est un penseur du contrat social. C'est même à Rousseau que l'on doit cette appellation. Je réitère brièvement ce que signifie pour un philosophe de s'inscrire dans la tradition des penseurs du contrat social. La réflexion sur le contrat social porte sur les manières dont les sociétés humaines se sont constituées hors de l'état de nature pour aménager un vivre ensemble favorable à leur développement. Mais surtout, cela implique d'examiner le contrat social qui opère dans notre société afin de l'amender ou de le réformer. Quelle est l'étendue du pouvoir sur les citoyens? Y a-t-il une limite que l'État ne peut pas franchir à l'égard des droits de l'individu? Par ailleurs, notre contrat social change-t-il souvent? Pas vraiment, mais remarquez qu'il a changé récemment partout dans le monde. Imaginez si la CAQ vous avait dit d'observer des mesures strictes de distanciation sociale et de vous placer en quarantaine à la maison l'an dernier. Jamais la population n'aurait accepté de telles mesures, qui se seraient avérées arbitraires et illégitimes. Par contre, en raison de la situation exceptionnelle qui est la nôtre actuellement, on accepte de modifier implicitement notre contrat social en respectant les demandes du gouvernement, qui dans un tout autre contexte serait simplement autoritaire. Pour les penseurs du contrat social, le problème consiste toujours à négocier la liberté individuelle et le pouvoir. Quand, dans quelle mesure et à quel point sommes-nous prêts à compromettre notre liberté pour favoriser un vivre ensemble? Surtout, quand estimons-nous que jamais le pouvoir ne peut empiéter sur notre liberté individuelle? En ce moment, par exemple, l'État songe de plus en plus à s'emparer des données de géolocalisation des citoyens fournies par leur téléphone afin de savoir où est chaque individu en tout temps. La raison? Pour s'assurer que les mesures de quarantaine sont observées par chacun. Ainsi, les modalités du contrat social s'aménagent quelque part entre des questions de sécurité publique, de libertés individuelles, de droits et de pouvoir. Pour proposer le meilleur contrat social qui convienne aux besoins de l'humanité, le philosophe doit d'abord s'interroger sur l'essence de l'humanité, sur ce qu'est l'être humain. Ainsi, Rousseau, au même titre que Hobbes, se questionne d'entrée de jeu sur l'identité de l'être humain à l'état de nature, c'est-à-dire sur ce qu'était l'être humain avant l'avènement des sociétés organisées. Avec Hobbes, nous avons commencé par imaginer l'état de nature dans lequel se trouvait l'humanité pour ensuite déterminer comment il en est sorti. Avec Rousseau, nous allons procéder autrement. Avant de dépeindre l'état de nature rousseauiste, ce que nous allons faire dans la prochaine capsule, nous allons examiner la critique de Rousseau envers l'idée de progrès qui jouit d'un primat incontesté à son époque. Le premier grand texte de Rousseau concerne la fameuse question du progrès que nous avons esquissée plus tôt. La question consiste à savoir si le progrès technique, industriel et scientifique a rendu l'humanité meilleure. On a dit déjà que Rousseau répondait par la négative, mais prenez le temps d'y penser de votre côté. Considérez-vous que le progrès est une chose bénéfique pour l'humanité ou une chose néfaste à son endroit? Nous allons déployer les arguments de Rousseau et, pour terminer, envisager des exemples contemporains. Pour Rousseau, premièrement, le processus de civilisation rend l'homme factice. Au lieu de contribuer à sa vertu, la culture fait de l'humain un animal de parade. Les sociétés sont composées de codes sociaux et de rituels qui, à première vue, correspondent à une certaine élévation de l'homme au-dessus de son état sauvage. Or, Rousseau y voit plutôt une sorte d'élevage, de domestication perfide, faisant de l'homme un être qui agit en société
sur le mode du paraître et non de l'être, il est inauthentique. À quoi Rousseau pense-t-il en avançant cette thèse? Il pense à la politesse, à l'étiquette, au décorum et aux autres cérémonies qui valorisent la superficialité en société. D'autres exemples? Il faut être poli à l'endroit de gens qu'on méprise. Il faut flatter nos supérieurs pour s'attirer leur bonne volonté. Puisqu'elle est traversée de rapports de pouvoir, la société ressemble à un jeu pour Rousseau. Il faut jouer le jeu, c'est-à-dire prendre part à la mascarade, si on veut parvenir. Or, comme tout jeu, la société comporte des règles, et surtout des gagnants et des perdants. S'instaure alors une hiérarchie sociale qui s'étend des groupes extrêmement favorisés aux groupes extrêmement défavorisés. Et s'instaure surtout l'illusion qu'avec assez de flatterie, en jouant assez bien le jeu, on pourra s'élever dans l'échelle de la société. Ce faisant, les individus développent un goût pour le luxe et cultivent de faux besoins. Le désir des hommes est intarissable parce qu'il est constamment sollicité. On l'intime à toujours vouloir plus. Au temps de Rousseau, cela se traduit par les palais, les grandes tables, les buffets et autres excès. Je suis certain que vous pouvez trouver des exemples contemporains en ce qui a trait à la soif de pouvoir et de luxure. Pour illustrer la critique rousseauiste de la société factice, je vous propose un extrait du film Ridicule, paru en 1996, qui met en scène les jeux de pouvoir et les manières qui gravitent autour de l'apparence et du prestige social. Soin, point. Envie, Eucharistie. Annoncez! Alexandrin, je comptais en ces lieux voir le roi à l'envie. L'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son Eucharistie. On le mange, on le boit, mais on ne le voit point. Quelle merveilleuse vivacité. À vous, baron. Conduite, suite, santé, été. Puis-je voir votre éventail, comtesse? Il vient des Flandres. Quel ouvrage admirable. Annoncez. Octosyllabe. Toujours fidèle à sa conduite, l'abbé, sans nuire à sa santé, peut faire 2 mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été. Pardonnez-moi, je me souviens seulement être invité au chocolat du comte d'Artois. C'était un exemple du genre de cérémonie auquel se prête un individu qui veut investir sa valeur sociale. En voici un autre qui exprime la même idée dans un contexte assez différent. I'm new. I just moved here from Africa. What? I used to be homeschooled. Wait, what? My mom taught me at home. No, I know what homeschool is. I'm not retarded. So you've actually never been to a real school before? Shut up. Shut up! I didn't say anything. Homeschooled. That's really interesting. Thanks. You're like really pretty. Thank you. So you agree? What? You think you're really pretty? Oh, I don't know. Oh my god, I love your bracelet. Where did you get it? Oh, my mom made it for me. It's adorable. It's so fetch. What is fetch? Oh, it's like slang from England. So if you're from Africa, why are you white? Oh my god, Karen, you can't just ask people why they're white. Could you give us some privacy for like 1 second? Yeah, sure. Okay, you should just know that we don't do this a lot, so this is like a really huge deal. We want to invite you to have lunch with us every day for the rest of the week. Oh, it's okay. Coolness! So we'll see you tomorrow.
Ainsi, loin de contribuer à l'épanouissement des individus, la culture, la civilisation, le pseudo-savoir-vivre contribuent surtout à leur fausseté, à leur servitude. Une citation de Rousseau: « Les sciences, les lettres et les arts étendent des guirlandes de fleurs sur des chaînes de fer. » En ce qui concerne le progrès technique et scientifique, Rousseau prétend que non seulement l'usage des sciences contribue au tort de l'humanité, mais aussi que l'origine des sciences dérive elle-même du vice. À mon avis, cette thèse est beaucoup plus controversée que la précédente. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que les rapports sociaux sont transis par des jeux de pouvoir, l'inauthenticité et l'apparence. Mais de dire que la science n'a rien apporté de bon à l'humanité, voilà qui est un peu plus corsé. Quels sont ces arguments? On peut en dégager 4. 2 qui s'appliquent à l'origine des sciences et 2 qui s'appliquent à leurs effets. Le premier s'énonce ainsi. Rousseau prétend que d'entrée de jeu, les hommes ont voulu connaître le monde pour s'approprier ses ressources et en faire profiter leurs intérêts personnels, le plus souvent pour s'élever au-dessus des autres. Le deuxième argument ajoute que si certains hommes ont effectivement passé leur vie à apprendre les choses de la nature, théoriser, inventer, discourir, c'est parce qu'ils bénéficiaient déjà d'un système inégalitaire qui leur permettait de penser au lieu de travailler. Historiquement, Rousseau n'a pas complètement tort. En grec, le mot skolé, duquel s'est formé le mot école, signifie temps libre. Il faut en effet avoir du temps libre pour aller à l'école, donc être favorisé. Ce qui mène au troisième argument, selon lequel les sciences et leurs produits ne profitent réellement qu'à ceux qui sont au sommet de l'échelle sociale. On a envie d'objecter immédiatement à Rousseau qu'il exagère et qu'aujourd'hui tout le monde profite des technologies, par exemple des avancées remarquables dans la médecine. C'est peut-être vrai si vous vivez dans un pays relativement évolué, mais si vous vivez aux États-Unis, par exemple, il est vrai que le progrès médical profite surtout aux grandes compagnies pharmaceutiques au détriment des malades qui doivent alors payer cher le prix de leurs conditions. Dans un autre ordre d'idées, ne profitons-nous pas tous de la technologie en possédant des téléphones intelligents? Rousseau dirait que pour ceux qui ont les moyens de se l'offrir, un tel objet ne participe qu'à la dissolution du social. Le dernier argument condense en quelque sorte tous les autres. Les torts causés par la technologie et les savoirs sont plus grands que ses bienfaits. Si Rousseau revenait parmi nous, il serait facile pour lui d'illustrer cette proposition avec les désastres écologiques en cours. Avec notre génie, on a inventé des véhicules qui nous permettent d'aller très vite, on s'est construit des métropoles gigantesques, on a rempli les océans de nos déchets, mais le prix à payer est précisément la possibilité de la vie sur Terre. En bref, et encore une fois, le progrès des sciences ne fait que creuser davantage le gouffre des inégalités sociales, selon Rousseau. Le contre-argument que l'on a soumis à Rousseau se fait encore entendre abondamment aujourd'hui. Il consiste à dire « Mon cher Rousseau, il ne faut surtout pas confondre, comme tu le fais, la technologie elle-même et le mauvais usage qu'en font potentiellement les hommes. » Rousseau a-t-il eu la naïveté de confondre la chose et son usage? Terminons notre analyse avec un cas de figure actuel. Sur le grand problème du port d'armes. En mars, il y a eu des ventes records d'armes à feu aux États-Unis. Je mobilise l'exemple du port d'armes pour nous rendre contemporaine la critique de Rousseau à l'égard des technologies, parce que l'une de ses réponses tenues par ses défenseurs est déjà anticipée par Rousseau. On dit effectivement, le problème, c'est pas l'arme, c'est l'humain qui l'utilise. Pour Rousseau, désolidariser un instrument et son usage revient à opérer une justification a posteriori de nos actions. C'est seulement une fois la tuerie perpétrée que l'on prétend que le meurtrier a fait un mauvais usage de l'arme et que l'arme n'y est pour rien. Autrement dit, Rousseau répondrait que l'arme pose d'emblée problème comme produit culturel parce qu'il a été créé à l'origine pour tuer un autre humain. Distinguer l'arme et son usage est insensé selon lui, puisque l'origine de l'arme est précisément un usage meurtrier. En concentrant tout le propos de Rousseau, on peut dire que pour lui, le problème du progrès, c'est que celui-ci s'origine d'inégalités sociales, qu'il renforce les inégalités sociales et enfin qu'il ne profite qu'à ceux qui sont déjà favorisés. La voie dans laquelle s'est engagée la civilisation pour Rousseau constitue non pas un processus bienfaisant pour l'humanité, mais une véritable corruption. Si vous êtes attentif, vous devriez commencer à soupçonner que Rousseau, en fin de compte, prétend l'exact opposé de ce qu'affirmait Hobbes. Hobbes nous disait que la société est la seule façon de pacifier l'humanité. Rousseau rétorque, de son côté,
que la société corrompt l'humanité. Voilà une piste que nous allons devoir défricher davantage. En attendant, on a envie de demander à Rousseau, si t'es si critique que ça à l'endroit de la société, qu'est-ce que t'as, toi, à proposer de positif? Pour Rousseau, l'inégalité n'est pas une fatalité. Il n'en fut pas toujours ainsi et, selon lui, on n'est pas contraint de poursuivre dans la trajectoire du soi-disant progrès. Dans la prochaine capsule, nous allons examiner de près l'état de nature selon Rousseau, en dégager l'anthropologie philosophique et accorder celle-ci au diapason du contrat social. À bientôt!